Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour de décembre. Et au sommaire ce lundi, nous consacrerons une large page de ce journal à la journée mondiale de lutte contre le sida qui tient très à cœur à Monaco par la voix de Fightheads. Sa présidente, la princesse Stéphanie, a inauguré ce matin un nouveau centre de dépistage dans ses locaux. Son Altesse Sérénissime nous a accordé quelques mots que vous entendrez dans quelques instants. Vous revivrez également la poignante cérémonie de déploiement des courtes pointes qui s'est tenue au musée océanographique. Un moment fort de cette journée pour les affiliés et bénévoles de Fightheads. Enfin, pour refermer cette page spéciale, nous recevrons Christophe Glasser, le directeur de l'association, qui reviendra sur ses missions et l'importance de cette journée mondiale de sensibilisation. Et puis, nous finirons ce JT sur une note plus légère. En musique, vous revivrez le fabuleux concert à 4 claviers qui s'est tenu hier à l'Auditorium Régnier 3, à l'honneur Jean-Sébastien Bach. Comme chaque 1er décembre, nous ouvrons donc cette édition avec la journée mondiale de lutte contre le sida, un virus avec lequel vivent plus de 40 millions de personnes dans le monde en 2025. Alors cette journée mondiale est un moment clé pour sensibiliser. À Monaco, l'association qui prend cette tâche très à cœur depuis 2004 est bien sûr Fightheads. Et à l'occasion de cette date, elle a inauguré un nouveau centre de dépistage aujourd'hui dans ses propres locaux, en présence de sa présidente, la princesse Stéphanie, qui s'est confiée au micro de Patricia Navarro. Le relâchement, il est total. Depuis les années 2000, enfin même début des années 2000, il y avait encore un peu d'entrée en 1er décembre. Là maintenant, on n'en parle plus du tout, même toute l'année, et même plus le jour de la journée internationale. Je pense que c'est quelque chose qui s'est banalisé, les gens se sentent plus concernés, parce que c'est vrai que déjà, il y a de moins en moins d'associations qui sont là pour la prévention, l'information, l'aide aux personnes vivant avec le VIH, parce qu'il n'y a plus de subventions. On préfère prioriser d'autres causes, d'autres choses. Maintenant, comme il y a plus d'informations, les gens ne sont plus informés sur l'avancée des traitements, justement. Et que maintenant, si on se fait dépister aujourd'hui, on a un traitement qui permet de ne plus être contaminant. Donc, quelque part, on a la solution pour éradiquer l'épidémie, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Et pour ça, ça passe par le dépistage. Et je voudrais juste, encore une fois, mon cheval de bataille, d'arrêter la discrimination sur les personnes vivant avec le VIH. Et si on connaît quelqu'un, ou on voit quelqu'un est dans un centre de dépistage, quand bien même, on l'applaudit ou on le suit, mais pas le montrer du doigt ni le critiquer pour ça, quoi. Cela nous amène à l'inauguration officielle aujourd'hui de ce centre de dépistage qui se trouve dans les locaux de Fightheads Monaco. D'où est venue l'idée ? Cela répondait à un besoin ? On avait déjà fait avec les nombreux tests in the city d'aller au-devant des populations pour les dépister. Et comme maintenant le Tortaillant est au centre de dépistage au CHPG, on a voulu faire aussi pour les personnes qui ont encore peur du regard des autres de rentrer dans un centre de dépistage, dans les locaux de Fightheads, un endroit peut-être plus rassurant avec nos équipes qui sont formées. Pour nous aussi, c'est une reconnaissance de ce qu'on fait et que ça se fasse dans les locaux de Fightheads, c'était une logique d'avoir un autre pont que le CHPG, peut-être plus confidentiel pour habituer les gens. La princesse Stéphanie, qui un peu plus tôt dans la journée s'est aussi rendue au centre de dépistage du centre hospitalier Princesse Grace pour y découvrir les installations où sont aussi pratiqués des dépistages du VIH, du cancer colorectal, des poumons ou bien encore de l'ostéoporose, centre dirigé par le docteur Bruno Taillant, également vice-président de Fightheads Monaco. Et puis c'est l'autre moment phare du 1er décembre en principauté, le déploiement des courtes pointes réalisées cet après-midi au musée océanographique par les affiliés et bénévoles de Fightheads. Alexandra Pani et Lionel Bernardi ont assisté à cette poignante cérémonie. Regardez. Bruno, 64 ans. Émotion et partage autour du déploiement des courtes pointes. Chaque 1er décembre, depuis 14 ans, l'association Fightheads Monaco honore les personnes disparues du sida lors de cette cérémonie émouvante, inspirée d'un projet né à San Francisco en 1985. On était à un congrès international contre le VIH à Vienne et il y avait un atelier où nous avons parlé de cet événement. On a commencé à peindre et quand on est rentré, on s'est dit mais nous aussi on va le faire. Et du coup on a fait notre première courte pointe qui est partie aux États-Unis. Du coup tous les ans on fait une ou deux courtes pointes. Chacun choisit la personne à qui il veut rendre hommage. Alors il y a des toiles personnelles et des toiles collectives. Donc on peint des toiles qui ont la taille exacte d'un linceul 90 sur 80, parce qu'on couvrait les corps des personnes qui mouraient du sida à l'époque. Et le principe c'est de les rassembler par 8 et de faire une belle toile en souvenir. Et c'est vraiment pour le souvenir. Se souvenir de leur présence, ne pas oublier et mettre un nom sur ces disparitions.
Ce lundi, 93 personnes ont été honorées. Parmi elles, le mari de Christina, emporté récemment par la maladie. Personnellement, ça me fait souvenir tous ces gens qui sont morts et leur faire honneur de faire ça. Ça m'a fait du bien de parler Stéphane et dire c'est mon mari. Parce que les gens, ils ne savent pas en fait qui c'est tous ces gens. Et moi, il fallait que je dise c'est mon mari. Comme ça, au moins, on sait que j'ai perdu mon mari de ça, il y a 4 mois. L'an dernier, 92 nouvelles séropositivités ont été déclarées dans la région. L'association monégasque Fightheads accompagne les personnes vivant avec le VIH, mais œuvre également pour une meilleure information autour de la maladie et sa prévention, pour un jour envisager un avenir sans sida. Selon le dernier bulletin de l'UNAIDS, le programme commun des Nations Unies sur le VIH, 1,3 million de nouvelles personnes dans le monde ont été infectées par le sida en 2024. Et les chiffres sont encore plus alarmants chez les jeunes qui sont plus de 41% à avoir été testés positifs en 10 ans. Des chiffres que Fightheads Monaco tente d'endiguer depuis 2004. Pour remettre en lumière ses missions à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le virus, nous sommes en ligne avec son directeur Christophe Glasser. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Vous faites toute l'année, mais surtout le 1er décembre, le porte-parole de la lutte contre le VIH qui tue chaque année d'innombrables personnes dans le monde, 630 000 rien qu'en 2024. Pourquoi cette journée mondiale demeure encore et toujours très importante à titre général, mais a fortiori pour Fightheads Monaco? Pour Fightheads Monaco, présidé par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, la prévention, le devoir, en tout cas, de se rappeler que le virus existe encore est fondamental. Et donc on a fait ce 1er décembre depuis quelques années maintenant un temps fort de la vie de l'association. D'une part pour ne pas oublier toutes ces femmes et ces hommes qui sont décédés des conséquences du sida, mais aussi pour lancer un message de sensibilisation, de prévention, parce que vous l'avez dit, il y a encore chaque année trop de cas, trop de personnes nouvellement infectées, alors que nous avons les moyens, la médecine a les moyens aujourd'hui d'éviter en fait la propagation du sida. Évidemment, se protéger est l'outil le plus emblématique et le plus efficace, l'utilisation du préservatif, mais aussi plein d'autres outils qui permettent de connaître son statut sérologique ou bien d'autres outils. Justement, Christophe Glasser, on se souvient du pic de l'épidémie il y a 20 ans. Depuis, la mortalité a fortement reculé. De 2 millions de décès recensés en 2004, on est passé à 630 000 en 2024 selon Santé publique France et l'UNAIDS. Pour autant, le virus n'est pas éradiqué. Alors, qu'est-ce qui explique l'évolution de ces chiffres ? Au-delà des chiffres, et c'est vrai que vous parlez de préoccupation, puisqu'il n'y a pas de recul assez important du nombre de nouvelles contaminations, je pense que c'est une problématique de sensibilisation. Aujourd'hui, les études démontrent que pour 7 jeunes sur 10, avoir le sida, c'est pas grave. Une étude qui démontre aussi que plus on va dire d'un jeune sur 4 ne se protège pas. Et donc là, on a un enjeu de société, on a un enjeu de santé. À nous, en tout cas de personnes les plus alertées sur le sujet, de refaire ce travail nécessaire de prévention, de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que cette journée du 1er décembre prend tout son sens, sur la nécessité d'agir auprès des plus jeunes. Alors il n'y a pas que les plus jeunes, il y a aussi tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui le VIH, le sida c'est pas grave, ça reste une pathologie chronique, ça reste quand même une diminution de son état de santé, mais surtout ce qui demeure et ce qui est le plus préoccupant dans cette société moderne, c'est la stigmatisation, le rejet, l'incompréhension de l'autre. Et aujourd'hui on a tous les moyens pour éviter tout ça.
On a quand même les moyens intellectuels de dépasser la bêtise humaine de la stigmatisation, mais on a aussi les moyens médicaux, les moyens de prévention pour faire en sorte qu'on laisse demain aux générations à venir un monde sans sida. Dernière question, quelles sont désormais les prochaines dates du calendrier de Fightheads qu'il faut noter? Tout au long de l'année, on aura une série encore d'événements portés par des femmes et des hommes extrêmement engagés aux côtés de la princesse pour venir en aide à tous ces dispositifs. Et donc je pense naturellement à la première date qui arrivera en janvier, c'est le 24 janvier avec la Fightheads Cup, un événement porté par Louis Ducru et les Barbadjans, qui en fait aujourd'hui un événement central, en tout cas dans la collecte de fonds et le soutien pour Fightheads Monaco. Voilà pour les dates à retenir et le message de Fightheads. Merci beaucoup Christophe Glasser, directeur donc, de Fightheads Monaco, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous, excellente soirée. C'est l'un des grands chantiers du XXIe siècle pour la Principauté, le nouveau centre hospitalier Princesse Grace, des travaux herculéens qui ont débuté en septembre 2021. La première partie sera livrée en 2026 et alors qu'elle s'apprête à voir le jour, Fabien Bonilla et Arnaud Imbert ont pu la visiter en exclusivité. Immersion. Vu de l'extérieur, le bâtiment paraît gigantesque avec ses 10 étages et ses 40 000 mètres carrés. Ses lignes, ses courbures, son design lui donnent une apparence rassurante, tout comme à l'intérieur. Traditionnellement, on termine les travaux de l'étage le plus haut pour finir par l'étage le plus bas. Le hall d'accueil est donc encore en chantier, mais le reste des étages, à part quelques finitions, donne déjà une idée de ce que sera le nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Ce bâtiment a été conçu dans un objectif principalement de prendre soin. Un hôpital, c'est là où on prend soin des gens. Et ce qui a été très important pour les équipes de conception, ça a été de faire en sorte que ce bâtiment, derrière toute la technicité qui est cachée évidemment le plus possible, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à de la haute couture. Une robe qui est à la fois élégante, qui est légère et qui va prendre soin de l'ensemble des personnels à l'intérieur, que ce soit les patients ou le personnel médical. C'est un bâtiment de 10 étages, dont 6 d'hébergement. Les chambres seront essentiellement individuelles, avec 230 lits au total. Là aussi, des formes arrondies et des couleurs rassurantes. Des bureaux d'accueil chaleureux dans chaque service. Quant au bloc opératoire, ils sont au nombre de 14, plus performants, plus grands et plus en adéquation avec les nouvelles procédures médicales. Sans oublier le système de thalassothermie pour la climatisation chaud-froid. Le nouveau CHPG est un chantier ambitieux. Il y a 7,5 MW de puissance froid installée. Après, on chiffre encore, c'est par jour, plus de 500 personnes, en pointe 700 personnes qui bossaient. Donc, c'est plusieurs millions d'heures de travail qui a été effectué sur l'opération. Et parmi l'ensemble de cette construction, la menuiserie produite entièrement à Monaco, avec entre autres 3000 portes et 250 placards, sans oublier les cocoons pour des patients qui viennent à la journée, 6 cocoons par pièce d'environ 36 mètres carrés, et il existe 4 pièces comme celle-là. Les cocoons, c'est des services ambulatoires. Ça permet aux patients de rester à la journée dans un endroit plutôt convivial pour être de l'hospitalier. Et on a traité ça avec beaucoup de références sur le bois pour que ce soit plus chaud, comme le voulait l'architecte. Et on a travaillé notamment toutes les gaines de tête de lit en bois, contrairement dans les hospitaliers où ça serait plutôt sur du vinyle ou des éléments moins nobles. Tout le fond des cocoons sont traités en micro-perforés pour traiter l'acoustique, pour que ce soit beaucoup plus confortable pour le patient. Les clés de ce premier bloc seront remises aux dirigeants de l'hôpital au printemps 2026. Par la suite, nous passerons à la phase 2. Autrement dit, l'actuel CHPG sera démantelé pour reconstruire sur site, à sa place, un autre bloc d'environ 48 000 mètres carrés. Le Yacht Club de Monaco a accueilli hier l'un des événements les plus prestigieux du monde sportif, la cérémonie des World Athletics Awards 2025. Une soirée qui a célébré l'excellence mondiale de l'athlétisme en présence des plus grands champions de la planète. Le résumé de Gaëtan Lebrun et Camille Caloli. Les stars se sont succédées hier sur le tapis rouge, mais ce sont 2 noms qui ont retenu toutes les attentions. Sydney McLaughlin-Levrone et Armand Duplantis, tous 2 sacrés athlètes de l'année après une saison exceptionnelle. Mondo Duplantis, encore une fois intouchable cette année, a enchaîné les records du monde en saut à la perche jusqu'à ses 6,30 m aux mondiaux de Tokyo. Just keep chasing, you know, just always moving forward, always on to the next thing. I feel like as an athlete, there's always the next thing that you can do. I guess life just always goes on, and the only way is forward. So I don't really know how to explain how I stay motivated. I just do.
I just always want more, and I just always want to look towards the future, and I want to always look forward to something to chase. La cérémonie a également couronné les meilleurs dans chaque catégorie. Le titre de meilleur athlète masculin sur piste revient au jeune Kényan Emmanuel Wanyoni, champion du monde du 800 mètres et auteur de plusieurs des meilleures performances de l'année, notamment à l'Hercules, ici à Monaco en juillet. I think this is big achievement to me. To be the first athlete of the year for the track is noticed. I think I can say I want to thank all athletics, and I say to thanks to my fans to me to show me their love. En saut en hauteur, l'Australienne Nicola Hollis-Lagers a brillé en remportant les titres mondiaux indoor et outdoor, ainsi qu'un record d'Océanie à 2,04 m et s'est vu remettre hier le trophée de meilleure fille d'athlète féminine de l'année. I stopped trying to be the best when I was 20 years of age, and I just said, you know what, I just want to put my life into the hands of God, and what He wants to do with my life, that's okay. And then He just has slingshotted me forward to go places that I never could have done in my own strength. So this is a trophy that will remind me when I see it each day in my house that my life is in good hands and I can trust Him. Une soirée de célébration, mais aussi de transmission, puisque les prix ont été remis par d'anciennes légendes de l'athlétisme. C'est la fin d'une rude semaine pour la délégation monégasque au plus grand tournoi au monde de rugby à 7 aux Émirats Arabes Unis. Et pour en dresser le bilan, nous accueillons ce soir le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Après une semaine à Dubaï et un long week-end de compétition au Dubai Rugby Sevens, on va bien sûr retenir la victoire en finale des féminines de Musa dans leur catégorie. Ouais, tout à fait. Ça a été un final exceptionnel pour nous et un tournoi avec des montagnes russes, beaucoup d'émotions positives, négatives, et on termine en apothéose avec ce titre des Moussa. C'est une victoire historique parce qu'inédite ? Oui, vraiment. Nos filles ont été exceptionnelles. Elles avaient gagné à Darlington et là, elles viennent rééditer leur exploit en devenant championnes à Dubaï. Elles l'ont mérité, elles ont vraiment été le chercher. Tout le staff qui était autour d'elles, que ce soit Christos Fiotakis ou Sébastien Baldacchino, les ont mis dans les meilleures conditions, ainsi que Christina Hurel, la kiné. Franchement, elles ont été, tout le monde a été au top tout autour et sur le terrain, ça s'est ressenti. Une semaine de partage et de cohésion pour votre fédération avec pas moins de 4 équipes présentes à Dubaï, en passant aussi par la case collège et éducation par le sport. Vous avez travaillé sur beaucoup d'aspects pendant ce séjour finalement. C'est ça. On est monté crescendo. On a aussi amené dans les collèges et on a essayé de transmettre les valeurs que sont celles du rugby et que prône la Fondation Princesse Charlène. On a travaillé sur ça et puis ça nous a permis de travailler également notre cohésion. On a monté en régime. Hier, on a eu une équipe qui a été exceptionnelle, l'autre un peu moins. Et aujourd'hui, ça a été l'inverse. C'est vraiment un ascenseur émotionnel que le rugby à 7 et que ce tournoi à Dubaï pour nous. Une délégation composée de 60 athlètes avec notamment 12 jeunes de l'équipe des moins de 16 ans qui ont beaucoup appris. Un petit mot pour eux, comment ont-ils vécu cette semaine ? Que vous en disent-ils ? C'est ça, pour eux ça a été exceptionnel aussi, puisque ils ont vécu au contact des Impies. Ils ont été tout le temps autour d'eux pour leur porter l'eau, pour les aider. Et ça a été une expérience vraiment très très positive pour ce groupe de jeunes. Et donc maintenant, le prochain grand rendez-vous à ne pas manquer pour la fédération, c'est à la maison, en principauté, avec le traditionnel tournoi de Sainte-Dévote. Exactement, avec un petit clin d'œil, puisque pour la première fois, ici, une joueuse, c'est inédit aussi, une joueuse qui a fait le tournoi Sainte-Dévote en 2019, était en équipe nationale des USA, Tana Wilfley. C'est exceptionnel pour nous, ça montre encore la valeur de ce tournoi et on est très très heureux qu'elle ait atteint ce niveau. Peut-être qu'on a participé un petit peu à l'amour qu'elle a pour le rugby à 7 et on espère qu'elle viendra nous voir prochainement à Monaco sur ce tournoi Sainte-Dévote qui a été un déclencheur pour elle. Avec cette compétition et le comportement de vos joueurs sur et hors du terrain, c'est l'image de Monaco à travers le monde du rugby qui en sort grandi. Il y a aussi bien sûr la dimension de l'attractivité qui entre en jeu pour le pays. Vous avez le sentiment que la fédération a eu un bon écho sur ces terres de Dubaï ? Oui, bien sûr. Nous, la Fédération monégasque de rugby, on ne joue qu'avec l'étranger, l'international. Donc on s'ouvre sur l'extérieur, sur d'autres
peuples, d'autres cultures, mais aussi bien sûr d'autres rugby. Et sur ce site qu'est Dubaï, on croise vraiment le monde entier et c'est un apport exceptionnel, un apport qu'on va retrouver et dont on va bénéficier dans nos échéances futures lors des championnats d'Europe et en 2027 pour les Jeux des petits États auxquels on pense déjà très fort. Merci beaucoup Thierry Dantès, vice-président de la Fédération monégasque de rugby, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions ce soir et l'on vous souhaite un bon retour. Merci à vous et à très bientôt. Hier après-midi, sous le chapiteau de Fontvieille, l'effervescence du Salon de la gastronomie a atteint son apogée avec la grande finale du 7e concours Maestro Chef, une édition de haut vol qui avait débuté vendredi dernier avec 8 candidats venus défendre leur talent culinaire devant un jury d'experts. Gaëtan Lebrun et Massimo Biantoni les ont suivis. Regardez. Après 2 jours d'épreuve, la scène se jouait finalement à 2. Charlène Mazza, originaire de Menton, et Johnny Loison, venu lui de Lyon. Les 2 finalistes disposaient d'1h30 pour réaliser 2 plats imposés, un carré d'agneau et en dessert un ananas Victoria rôti, 2 exercices demandant une grande créativité afin de surprendre les 4 membres du jury culinaire. Nous, en tant que jury dégustation, on a plusieurs critères. On a le critère de la netteté, on a le critère de la présentation sur l'assiette, c'est-à-dire comment positionner ce fameux carré d'agneau, parce que c'est le thème, et après sur le goût. Et en deuxième partie, on a la dégustation, à savoir l'assaisonnement, la chaleur, et puis ce qui ressort du goût général. Ça, c'est pour le carré d'agneau. Pour notre deuxième plat, qui est un ananas Victoria rôti, on part sur les mêmes bases, mais sauf qu'il doit y avoir, en termes de dessert, un acidulé qui doit être respecté. Au terme d'une finale extrêmement serrée, c'est Charlène Mazza qui s'est imposée, grâce notamment à la maîtrise de ses saveurs et à la précision de ses cuissons. J'ai enlevé toute la partie un peu grasse du carré d'agneau pour faire un jus que j'ai fait en réduction avec des légumes, etc. J'ai fait cuire une première fois, j'ai poêlé mes côtes d'abord une première fois à la poêle, dans mon jus, dans la graisse. Ensuite, j'ai terminé la cuisson au four. Et tout autour, j'ai fait une couronne avec tout ce qui est légumes anciens, chou-fleur violet, carottes noires, carottes jaunes, les radis blancs, les navets. Et en dessert, c'était ananas Victoria. Donc libre choix, on avait un ananas. Et j'ai choisi de le faire flamber au rhum. Avec un peu de miel et une chantilly à la noix de coco. Cette édition du Maestro Chef s'achève sur une belle démonstration de talent et de maîtrise. La victoire de Charlène Mazza marque un moment fort et prometteur pour la suite du concours, qui continue de révéler des jeunes chefs passionnés chaque année. L'Auditorium Régnier 3 s'est offert un nouveau concert exceptionnel hier soir. Exceptionnel d'abord car il était intégralement consacré au compositeur Jean-Sébastien Bach, mais aussi et surtout parce qu'il s'agissait de concertos pour 2, 3 et 4 pianos, le tout sous la direction de David Frey, lui-même pianiste. Retour en images commenté par José Sacré sur les images de Massimo Biantoni. Magistral et jubilatoire, le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 30 novembre à l'Auditorium Régnier 3. Au programme, 5 concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach, 3 concertos pour 2 pianos, 1 concerto pour 3 pianos et un concerto pour 4 pianos interprété par 4 pianistes, David Frey qui du piano dirigeait l'orchestre, Jacques Rouvier, Audrey Vigoureux et Emmanuel Christian. C'est vrai que c'est un programme qui n'est pas très souvent donné parce qu'il demande 4 pianos, 4 pianistes, un orchestre, etc. Donc d'un point de vue logistique, c'est pas facile à organiser, mais surtout c'est toujours une espèce de joie partagée de faire ça avec mes amis, avec cet orchestre que je connais bien. Et ça a été une semaine vraiment de plaisir, de communion autour de cette musique qui donne tellement d'énergie, de joie de vivre. Voilà. Nous sommes trois anciens disciples de Jacques Rouvier. Et autour de Jacques Rouvier lui-même, on était au Conservatoire de Paris dans sa classe. Et on est à la fois amis et collègues et anciens disciples, effectivement. Et c'est très touchant pour nous de partager la scène avec notre maître. Voilà. Encore une fois, c'est un projet qui peut se faire
seulement avec des orchestres qui ont cette qualité-là, comme le Philharmonique de Monte-Carlo, et ils n'avaient pas beaucoup besoin de moi, je dois reconnaître, mais pendant les répétitions, on a travaillé par contre vraiment sur la musique, sur les phrasés, sur tout ce qui fait réellement une interprétation, mais ils sont déjà formidables et c'était comme de la musique de chambre. Voilà. Mais le plus important en musique de chambre, c'est moins que le regard, c'est surtout l'écoute. Il faut s'écouter, mais pas seulement s'écouter dans la musique, mais s'écouter dans la respiration aussi. C'est ça qui compte. C'est un programme qui montre ce que ça peut être la joie d'être musicien. Je crois que c'est ça en fait l'histoire de ce programme. Et c'est sur cette note que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo, présentées par Alban Gingembre. Juste après, vous avez rendez-vous avec Frédéric Hélion et Ali Traoré pour les experts basket. Je vous laisse sur les images impressionnantes de l'avancement des travaux du nouveau CHPG capturé par Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain ressemblera à aujourd'hui. Le ciel restera très chargé à Monaco avec de nombreux nuages toute la journée, quelques éclaircies visibles dans la matinée, puis une météo de plus en plus couverte en deuxième partie de journée. Quelques gouttes risquent de tomber en début de soirée. Côté température, le thermomètre oscillera entre 9 et 14 degrés. Ce mardi 2 décembre, nous fêterons les Vivianes. Et puis le 2 décembre, c'est aussi la date de création de la SPA, Société Protectrice des Animaux. C'était il y a 180 ans, en 1845. La SPA de Monaco a été inaugurée à Peille l'année dernière. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.